Bonjour à toutes et à tous. Donc, après cette première présentation du contexte national par nos deux premiers intervenants, nous allons passer à l'échelle régionale avec un état des lieux de la biodiversité et de l'agriculture en Île-de-France. Quels sont les enjeux dans le contexte francilien à travers donc 4 témoignages. Donc, je vais appeler à venir me rejoindre donc Christian Thibault de l'IAU, Maxime Zouka de Nature Paris, enfin de l'Agence régionale pour la biodiversité, Luc Janotin, qui est céréalier à Sonchamp, Emmanuel Vandamme, qui est céréalier à Villiers-le-Bacle. Voilà, merci. Tout le monde est arrivé. Voilà, donc je vais passer, on va commencer par Christian Thibault. Donc, Christian, donc, qui est directeur du département environnement urbain et rural de l'IAU. L'agriculture et la biodiversité donc, sont des sujets fondateurs du département que vous dirigez. Donc, vous allez donc nous présenter aujourd'hui un état des lieux de l'aménagement du territoire au service du maintien de la biodiversité et de l'agriculture. Voilà, c'est à vous pour 10 minutes, 12 minutes. Bonjour à toutes et tous. Bon, donc c'est très ambitieux en 12 minutes. J'ai dû faire des choix. Alors en fait, le choix que j'ai fait, en fait, c'est de présenter d'abord 5 points qui me paraissent essentiels pour poser le débat, qui dépassent largement l'aménagement d'ailleurs. Ensuite, un focus sur l'aménagement, qui est la question qui m'a été posée. Et je finirai par quelques pistes ou quelques réflexions pour l'avenir. Alors, les 5 points essentiels. Alors oui, pour la régie, en fait, pour chaque point, j'ai 2 diapositives, une avec un texte et 2 illustrations, et après, je reprends une illustration agrandie. Donc, vous pouvez passer les 2. Ah bah voilà, bah c'est parfait. Ça va être plus simple. Bon. Voilà. Donc, bah voilà, le plan de ma présentation. Donc, 5 points qui me paraissent essentiels. Vous allez les découvrir. Le focus aménagement et quelques regards pour demain. Alors, quelque chose qui peut paraître évident, c'est que l'agriculture est une activité économique et que les terres agricoles et les bâtiments d'exploitation sont sa zone d'activité. Alors ça peut paraître une évidence, mais c'est important de le rappeler. Bien sûr, en termes d'impact sur la biodiversité, j'y reviendrai, mais aussi dans le contexte d'une région comme la nôtre, parce que l'agriculture, même dans ses formes les plus intensives, telles que l'horticulture, crée très peu d'emplois à l'hectare. Et dans une région comme la nôtre, c'est un véritable enjeu pour pouvoir préserver des terres agricoles souvent périphériques, parce qu'il y a d'autres enjeux économiques derrière. Ça, c'est extrêmement important. L'agriculture a besoin de place. A fortiori, si on fait de l'agriculture biologique, il faut encore plus de surface. Donc, ce besoin de place est prégnant. Et en Île-de-France, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans certains endroits, on commence à être au seuil limite de la SAU francilienne. Et puis, le point important aussi, c'est qu'évidemment, en termes de recherche de solutions, il faut qu'on puisse rentrer dans les modèles économiques, parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'agriculture. Alors, ça peut paraître évident, mais ça me semblait important de le rappeler en préambule. J'ai choisi évidemment une photo qui montre bien le côté zone d'activité économique, agricole. Alors, un point important aussi, bon là je rejoins un peu les introductions, je dépasse très largement l'aménagement, c'est un peu les 3 dimensions des liens entre l'agriculture et la biodiversité. Donc première dimension, c'est l'agriculture en tant qu'espace, donc qui peut héberger une faune et une flore spontanée. Et pour ce faire, il faut qu'il reste ce qu'on appelle des éléments fixes du paysage, des éléments qui ne sont pas cultivés, tels que des haies, tels que des bosquets, tels que des fossés, etc. Et une certaine connectivité entre ces espaces, entre ces éléments. Deuxième dimension, là on rentre dans des spécificités agricoles, en fait c'est la biodiversité, c'est l'agriculture en tant que milieu, ce sont les parcelles agricoles qui vont accueillir des espèces qui sont souvent d'ailleurs des espèces d'origine stépique ou d'autres milieux ouverts et qui se sont habitués à l'agriculture. Je citerai les plantes messicoles, avec un exemple qui est peut-être méconnu, c'est qu'en Asie mineure, par exemple, où l'homme a très longtemps évolué avec les céréales, il y a pas moins de 35 espèces de coquelicots. Tout ça, ce sont des espèces qui ont évolué avec l'agriculture.
Il y a d'autres exemples. Je pourrais citer les populations de chevreuils de plaine, par exemple, qui se sont adaptées en hauteur, à la hauteur des cultures pour pouvoir mieux se cacher, qui sont plus petits que les chevreuils forestiers, par exemple. Troisième dimension, c'est la biodiversité cultivée, la biodiversité élevée. Donc là, c'est encore autre chose. Là, l'homme a modifié durablement la biodiversité, et même certaines espèces n'existent plus à l'état sauvage. Donc là, je ne vais pas m'étendre non plus, mais juste peut-être pour rappeler quand même que l'Île-de-France a été un creuset de biodiversité cultivée, notamment et en particulier en matière de sélection de fruits et légumes, parce que c'était la première zone maraîchère de France. Voilà. Et il me paraît donc important de prendre en compte ces trois dimensions et de rappeler aussi que ces trois dimensions connaissent une érosion de leur biodiversité. Voilà, là, on retrouve le paysage agricole qui va donc héberger des espèces indigènes par ces éléments fixes du paysage ou leur permettre de circuler. C'est très important dans une région comme l'Île-de-France. Et puis donc les espèces qui sont inféodées aux parcelles. Alors, regard vers le passé. Il est important de regarder la dynamique du passé pour comprendre le présent et bien sûr anticiper le futur. Alors, quelque chose qui est peut-être méconnu, c'est que l'Île-de-France, en fait, a été la première région remembrée après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on en parle peu. Pour deux raisons, à cause des infrastructures, parce qu'il fallait faire du remembrement, et également à cause de la richesse des terres. Donc ça a été la première région remembrée, et certaines communes ont connu d'ailleurs jusqu'à 3 remembrements. Donc même si l'Île-de-France a toujours été une région à dominante d'open field, de champs ouverts, il y a eu une grande simplification de ce paysage d'open field. Et puis, il s'est passé un autre phénomène, c'est que les terres agricoles qu'on peut appeler marginales, puisqu'on s'est concentré sur les grandes cultures, sur les terres les plus aptes aux grandes cultures, ces terres marginales, qui pouvaient être très intéressantes sur le plan de la biodiversité et de l'agriculture, de certaines formes d'agriculture, ont été urbanisées ou ont été reboisées. Je pense aux vallées, aux coteaux, autant d'espaces qui sont intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui mérite une attention, parce qu'on a des micro-milieux très intéressants, tels que des pelouses calcaires, tels que des platières, tels que des landes, qui sont maintenant des micro-milieux qui étaient gérés par l'agriculture et qui posent des problèmes de gestion. Aujourd'hui, ce sont vraiment des reliques, puisqu'il n'y a plus l'agriculture pour les gérer. Il faut trouver d'autres moyens pour les gérer. Donc là, une illustration bien connue des peintres de Barbizon, où même la forêt était mobilisée pour des productions. Alors le sol, ça a déjà été dit en introduction, je vais passer assez vite, mais c'est extrêmement important. J'ai envie d'oser une comparaison, c'est qu'il me semble que la microfaune et la microflore du sol peuvent être comparées au plancton des océans pour le compartiment terrestre. Et donc ça me paraît vraiment essentiel du point de vue de la fertilité des sols. C'est également essentiel du point de vue de la résilience de la région. Et là, je fais aussi le lien avec le changement climatique qui pourrait nous amener, d'ici plusieurs dizaines d'années, à reconsidérer la hiérarchie des terres et peut-être finalement à se remettre à cultiver d'anciennes terres, d'où l'intérêt des fameuses terres marginales que j'évoquais tout à l'heure, et peut-être aussi donc à changer évidemment les cultures sur les terres déjà cultivées. Rappelez aussi que le bio renforce l'importance du sol et de son aptitude agronomique. Et puis peut-être aussi lancer une pique contre l'utopie du hors-sol. Bon, le hors-sol, ça peut être intéressant dans certains contextes, pour certaines productions. Ça peut être intéressant dans la ville pour des questions architecturales, des questions sociales, des questions environnementales. Ce n'est pas ça qui va sauver ni la biodiversité, ni bien sûr l'agriculture. Et on ne va pas se nourrir avec des choses cultivées sur les toits, malgré tout ce que l'on entend régulièrement là-dessus. Alors, un autre point, un élément important aussi, c'est la diversité des sols de cette région, qui est méconnue, parce qu'on voit les grands plateaux, on imagine que ce limon des plateaux est très homogène. En fait, c'est une région qui a une très grande diversité, et ce maximum de diversité, paradoxalement, il était en fait au cœur de l'agglomération. Parce que c'est là qu'il y a eu la plus forte érosion, c'est là que sont toutes les accumulations de colluvions ou d'alluvions. Et malheureusement, tout ça est largement obéré par l'urbanisation. Et d'ailleurs, vous voyez une tache blanche, ce sont des sols qui sont méconnus parce qu'ils ne sont pas étudiés. Alors, un autre point essentiel, c'est le bassin parisien. Bassin parisien, puisque l'Île-de-France appartient au bassin parisien. Ces milieux sont en continuité avec le bassin parisien. Son agriculture, ses systèmes agricoles sont en continuité avec le bassin parisien. Et donc, c'est une dimension qu'il est extrêmement important de prendre en compte.
j'accélère un peu le mouvement. Donc, le focus aménagement. Le focus aménagement. Donc, trois points. Bon, d'abord, c'est une évidence aussi. L'Île-de-France est la première région urbaine de France. Et donc, tout son espace est sous influence urbaine, y compris l'agriculture et y compris la biodiversité. Donc, tout cela entraîne des contraintes, entraîne des limites. Et ça, il faut le rappeler sans arrêt. Donc, du coup, ce qu'il est très important à prendre en compte, au-delà de la consommation d'espace, sur lequel on focalise à juste titre d'ailleurs, parce que c'est extrêmement important et c'est souvent irréversible, il faut aussi prendre en compte les questions de fonctionnalité des espaces et, si possible, de tous les espaces ensemble. Ça, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que j'entends par fonctionnalité? En fait, c'est toutes les questions d'accessibilité, d'intégrité des espaces, de circulation des engins agricoles, et aussi, bien sûr, d'espaces disponibles en termes d'habitat et en termes de continuité pour la flore et la faune. Et donc, au-delà de la consommation brute d'espace, il faut aussi prendre en compte les questions de fragmentation ou les questions d'altération des espaces qui sont moins visibles, mais qui ont un impact tout aussi important en finale, dans un contexte qui est déjà, bien sûr, sous une pression très importante. Là aussi, une petite pique sur un mode d'aménagement qui continue à être pratiqué. C'est ce que j'appelle un peu les injonctions contradictoires, puisqu'on a un schéma directeur qui a vraiment remis au cœur de ses principes le recyclage urbain, donc la reconstruction de la ville sur la ville. On a aussi les architectes du Grand Paris à l'époque de la consultation de 2008-2009 qui avaient pratiquement tous préconisé un zéro consommation d'espace, avec d'ailleurs des solutions différentes, mais ils étaient vraiment dans cet objectif. Et à côté, on continue à implanter des grands équipements, soi-disant attractifs. On continue à faire des grandes plaques monofonctionnelles, ce qui pose problème. Alors, quand je pense que, peut-être que vous vous demandez de quoi je parle, pensez au territoire du Grand Roissy et je pense que vous aurez des images en tête. Alors, une carte des pressions urbaines de l'Île-de-France, qui est importante à considérer aussi. Alors là, en fait, ce qu'on appelle pression urbaine, c'est tous les endroits où on a des coûts fonciers qui dépassent le coût moyen de la terre agricole, ou lorsqu'on a aussi des acquéreurs non agricoles qui acquièrent de la terre agricole. Et au départ, ces pressions foncières que nous étudions avec la SAFER depuis l'an 2000 étaient très concentrées sur ce qu'on appelle la ceinture verte, donc l'espace de couronne autour de l'agglomération parisienne. Et on s'aperçoit qu'il y a une tendance, depuis une bonne dizaine d'années, à une propagation de ces pressions urbaines sur l'ensemble du territoire régional, dans toutes les grandes vallées, notamment dans toutes les grandes lisières forestières. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'étend. Et je ne l'ai pas, mais on pourrait imaginer que ces pressions même débordent de l'Île-de-France. C'est peut-être pour ça. C'est une très bonne remarque. Bon, bah c'est bloqué. Apparemment, c'est bloqué. Bon, je continue à parler quand même. Donc, il ne me reste plus que 2 diapositives. Donc, alors, sur le schéma directeur, je voudrais parler quand même du SDRIF, juste pour vous dire que si ce schéma directeur était appliqué de manière rigoureuse, ça y est? Ah bah voilà. Si ce schéma directeur était appliqué de manière rigoureuse, c'est le principal garde-fou pour protéger les terres agricoles. C'est aussi le principal garde-fou pour préserver les noyaux de biodiversité et les zones de conflit en termes de continuité écologique. Malheureusement, ce document reste trop facilement révisable, notamment face à ce que j'appelais tout à l'heure cet urbanisme de plaques. Mais c'est grâce à ce document qui existe depuis 1965 aujourd'hui que je pense qu'on a encore de grands ensembles agricoles fonctionnels dans cette région. Donc c'est un document important. Le SRCE apporte des compléments. Il vient renforcer le SDRIF sur la protection des lisières, il vient renforcer le SDRIF sur la protection des coupures d'urbanisation, mais il apporte aussi une information nouvelle sur des mosaïques agricoles, qui sont des territoires de plus de 200 hectares, où il y a une forte concentration de bosquets, éléments fixes du paysage. Peut-être dire ce que c'est que le SRCE. Ah, le schéma régional de cohérence écologique, pardon. En Île-de-France, c'est le SDRIF. Il n'y a pas de SRADET en Île-de-France. L'Île-de-France a un statut particulier, elle a un SDRIF et elle conserve les plans thématiques, SRCE, SRCAE et plan déchets.
Par ailleurs, le SDRIF ne se compare pas à un SRADET. Je rappelle que le SDRIF est plus puissant, puisque les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec le SDRIF. D'où l'intérêt d'avoir mis les continuités écologiques dans le SDRIF, parce que c'est plus fort que le SRCE. Ensuite, pour continuer dans les spécificités franciliennes, en fait, il y a d'autres dispositifs français qui sont finalement assez peu mis en œuvre en Île-de-France. Je pense aux zones agricoles protégées, je pense aux fameux périmètres départementaux des espaces périurbains. En Île-de-France, on a d'autres dispositifs. On a les PRIF, les périmètres régionaux d'intervention foncière de l'Agence des espaces verts. On a d'autres dispositifs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en Île-de-France, il y a relativement peu de réserves naturelles. Donc les dispositifs français sont finalement assez peu utilisés en Île-de-France, pour l'instant. Et demain, donc ça c'est la carte justement du SDRIF qui montre les principaux obstacles au fonctionnement des espaces agricoles et forestiers. Alors, et demain, bon, moi, vous l'aurez compris, ce qui transparaît dans tout mon discours, c'est qu'il faut avant tout faire pour préserver des grands espaces agricoles multifonctionnels. Et travailler, bien sûr, cette multifonctionnalité, y compris pour la biodiversité. Il y a une question qui a été abordée aussi, qui me semble cruciale, c'est celle de la fertilité des sols, qui pourrait à terme être mise à mal, et notamment à l'aune du changement climatique. Une sécheresse comme celle de 2003, par exemple, dans le contexte d'Île-de-France, où il n'y a pas de couvert interculture, par exemple, a contribué à brûler énormément de matière organique, alors qu'on a des sols qui sont déjà extrêmement pauvres en matière organique. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors je pourrais enchaîner avec d'autres propositions, mais je pense qu'elles vont être évoquées par la suite. Je pourrais aussi mentionner un point qui me semble important dans cette région, c'est l'élevage. Il y a tout un débat sur le fait de manger de la viande, pas manger de viande. Je vous rappelle quand même que 70% de la viande bovine, c'est de la vache laitière. Donc l'élevage, c'est aussi du lait, c'est aussi d'autres productions, et puis il y a d'autres élevages. L'Île-de-France a un tel manque de matière organique dans les sols, et par ailleurs l'élevage introduit d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour la biodiversité, que ça me semble être une piste intéressante, sous réserve de faisabilité économique, bien entendu. Donc voilà, je m'arrête parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors maintenant que l'on a posé un petit peu l'aménagement du territoire, je vais passer la parole donc à Maxime Zouka, qui est naturaliste à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, anciennement Nature Paris, et qui va nous présenter donc un état des lieux de la biodiversité dans les milieux agricoles d'Île-de-France et nous dire un peu comment peut-être on peut mieux faire. Merci. Merci Catherine. Bon, je me mets là parce que comme ça, je peux voir les diapos en même temps, c'est vachement plus confortable. Je me mets un petit chronomètre parce que sinon je vais dépasser s'il marche. Parce que toi, tu en as un, Catherine, le minutaire. Attends, hop, tac, voilà. Alors, donc effectivement, je travaille pour Nature Paris. La plupart d'entre vous connaissent l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, qui d'ailleurs, j'étais à côté de mon futur nouveau collègue de l'IAU, puisqu'on intègre l'IAU en ce moment même à Nature Paris, en tant que département département biodiversité. L'agriculture en Île-de-France. Donc déjà, je vais juste poser quelques éléments de contexte avant de parler plus précisément biodiversité. On s'intéresse forcément à ce milieu lorsqu'on s'intéresse à l'état de santé de la biodiversité en Île-de-France, puisqu'il couvre environ la moitié du territoire, 46% pour les espaces cultivés, puis on en ajoute 5-6% avec les espaces en herbe, les prairies. Alors évidemment, ce n'est pas une agriculture aussi uniforme qu'on voudrait bien le croire. Malgré tout, on est quand même évidemment dans une région qui est dominée par la grande culture, mais même la grande culture, c'est variable. Au fil des saisons, on n'a pas eu tous les mêmes paysages. On a des zones avec énormément de messicoles telles qu'Ambassé, etc. On a de l'agriculture plutôt en lisière ou alors vraiment du grand open field. On a globalement une production dominante de céréales, 65% de céréales, principalement du blé tendre, un peu plus de 45%. Donc dominé blé, colza, etc. Globalement. Ce qui nous manque beaucoup dans le paysage agricole francilien, ce sont des haies, des grandes haies comme ça. Là, une photo d'une haie qui s'étend à perte de vue comme celle-ci est large, on a beaucoup de mal à la faire en Île-de-France. On a d'ailleurs, avec l'IAU, à travers notre cartographie des éléments fixes du paysage, cartographié un petit peu les densités de haies en Île-de-France. On est sur une moyenne de 5 mètres linéaires par hectare en moyenne sur la région. Donc voilà, un peu plus de 3000 km de haies, principalement dans le nord-ouest des Yvelines.
c'est là qu'on a le plus forte concentration. Et pour donner un petit élément de contexte, pour avoir une biodiversité agricole à peu près soutenable en termes de longueur de haies, on s'accorde sur un minimum de 70 mètres linéaires de haies par hectare. Donc on en est loin en Île-de-France. Et puis on n'est pas dans une dynamique de plantation de haies très favorable. Là, c'était les dernières dynamiques Agreste en 2010, et on voit que ça, c'était juste les plantations de haies par canton en 2010. En Île-de-France, on n'était pas globalement en train de planter des haies, et on n'est pas beaucoup plus en ce moment. Autre élément typique des milieux agricoles, les prairies, et qui en Île-de-France sont en grand déclin du fait évidemment de ce qu'abordait Christian à l'époque, à l'instant, pardon. On a beaucoup moins, on a environ 10 fois moins de bovins qu'il y a 50 ans, et on a environ 30 fois moins d'ovins qu'il y a 50 ans. Donc évidemment beaucoup moins de prairies. C'est des prairies qui sont concentrées principalement, alors voilà, encore une fois, dans le nord-ouest des Yvelines, dans les vallées des Morins, etc. Puis surtout autour du massif de Rambouillet, parce que pour le coup, c'est l'élevage équin qui maintient beaucoup de prairies en Île-de-France. On a en moyenne, pour les communes très cultivées, donc les communes avec plus de 50% de milieux agricoles, dans ces communes-là, on n'a que 7-8% de milieux en herbe, de milieux cultivés, de milieux prairiaux, ce qui est bien inférieur à l'objectif théorique de 20% d'éléments prairiaux qu'il faudrait pour une biodiversité nichant dans ce genre, occupant ce genre d'habitat. Et puis un autre élément de contexte en Île-de-France, donc on a une agriculture globalement encore très chimique, productiviste, avec beaucoup d'usages de produits phytosanitaires. Là, on vient d'avoir le bilan du plan Ecophyto qui visait à une réduction de 50% à la base sur la période 2008-2015, et on a une augmentation de 28% des doses unitaires de pesticides en Île-de-France en l'espace de 8 ans. Donc on est vraiment très très loin du compte. Et quand on voit la manière dont l'État commande ces résultats, voilà, les réductions en termes de réduction d'usage ne sont pas atteintes. À l'échelle nationale, c'est plus 22% sur la même période. On a malgré tout quand même une petite augmentation de l'agriculture biologique en Île-de-France qui continue à se poursuivre, une grosse augmentation. Ensuite, en termes de SAU, on est un petit peu au-delà de 2%. On est encore très loin de certaines autres régions de France. Alors c'est plus dur chez nous, évidemment, que dans d'autres régions. On est les avant-derniers, juste en queue de peloton, c'est le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Mais on progresse. Ça monte. C'est pour ça que la côte est rude. Les espèces qu'on trouve en milieu agricole, cette biodiversité agricole, comme l'a rappelé Christian, justement, c'est beaucoup d'espèces qui viennent des milieux stépiques et donc qui ont colonisé aussi notre pays du fait des pratiques agricoles. Donc les pratiques agricoles sont créatrices de biodiversité, d'espaces de biodiversité. On a une autre partie de la biodiversité qu'on trouve actuellement dans les milieux agricoles qui étaient des espèces d'interfaces, de lisières globalement, et qui maintenant on trouve beaucoup le long des haies. Évidemment, dans un paysage tel que celui-ci, avec voilà, une polyculture, beaucoup de haies, beaucoup d'éléments fixes du paysage, etc., on a par exemple des communautés d'oiseaux beaucoup plus variées, avec aussi bien des oiseaux de milieu ouvert que de milieu de lisière, etc. Dans l'open field, on va avoir des espèces très spécialisées à cet habitat, mais globalement moins nombreuses. Les résultats au niveau national du suivi temporel des oiseaux communs nous indiquent quand même que globalement les oiseaux déclinent partout. En France, on est à moins 12% sur les 30 dernières années. En Île-de-France, on est à moins 20% sur les 13 dernières années de tous les oiseaux confondus. Mais c'est dans les milieux agricoles, cette petite courbe jaune, que ça décline plus encore qu'ailleurs. Donc il y a quand même un petit problème par là. Et on voit même qu'en 2015, là, ça remontait un peu partout. Puis non, il n'y a qu'un milieu agricole que même là, ça continue à diminuer. Et l'Île-de-France est l'une des régions en rouge, donc dans lesquels les indicateurs sont les plus mauvais à l'échelle nationale. Pardon. Et donc là, justement, ça, c'est ce qu'on a mesuré, nous, à Nature Paris, au niveau régional. On est à globalement moins 17% d'oiseaux en milieu agricole sur la période 2004-2014. Et parmi eux, les espèces qualifiées de spécialistes des milieux agricoles ont encore plus chuté. Donc les espèces qui sont pourtant supposées être très adaptées à ce genre d'habitat ont une baisse de 30%. Un exemple comme le bruant-proyer, qui est pourtant un oiseau vraiment des steppes espagnoles arides, habituées à l'absence de haies ou presque, qui chutent. Notre liste rouge des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, sur les 12 espèces qui sont éteintes en région, on en a 7 qui sont typiques des milieux agricoles. Je vous ai mis à chaque fois un petit label étude francilienne lorsque je vous présente des résultats scientifiques faits en région. Pareil pour la flore des champs, avec globalement moins 20% en juste 6-7 ans issus du programme Vigiflore, programme de sciences participatives. Donc c'est un déclin plus fort qu'au niveau national. Beaucoup d'espèces éteintes qui sont des espèces de milieu agricole, et notamment des plantes messicoles, encore une fois celle qu'évoquait Christian, non pas à l'époque mais à l'instant. Et donc un peu comme le bruant-proyer ou comme d'autres espèces, ce sont des espèces qui avaient pourtant colonisé notre région avec l'agriculture, donc des espèces particulièrement adaptées au cycle des moissons, qui ne peuvent pas survivre sans agriculture et qui chutent. Un exemple avec cette jolie fleur qui est la nielle des blés. Voici sa répartition avant 1970, donc le rose ça veut dire commune. Voici sa répartition à la fin du XXe siècle.
L'Adonis d'été, cette messicole-là, il y a 80 ans, on était environ 100 plantes, 100 fleurs par hectare. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 par département en Île-de-France. On a une trentaine, sur les 130 messicoles franciliennes, on en a une trentaine qui sont déjà éteintes au cours des 30-40 dernières années. Même chose pour les papillons. Alors les papillons, c'est des espèces qui dépendent énormément des milieux prairiaux, donc moins de prairies, moins de papillons. Alors les coteaux calcaires et le déclin de l'élevage notamment joue un rôle très important pour ces bêtes-là, mais évidemment aussi l'emploi de produits phytosanitaires. En Île-de-France, on est à moins 20%, moins 18% en termes de richesse spécifique au cours des 10 dernières années du suivi temporel des rhopalocères de France. C'est les mêmes tendances au niveau européen, enfin c'est même plus fort au niveau européen. Et notre liste rouge des papillons montre que c'est le groupe pour l'instant sur lequel on a le plus gros nombre d'espèces menacées en Île-de-France. Voilà, c'est un peu déprimant pour commencer, mais c'est un état des lieux, je suis désolé. Et globalement, on voit bien que la biodiversité ne se porte pas extrêmement bien en France, partout, donc on est un peu obligé d'avoir... voilà, j'aimerais bien être autre chose que porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est les constats qu'on fait, nous, à Nature Paris. Alors maintenant, pour essayer de comprendre les liens entre les pratiques et ce déclin, il faut se poser plusieurs questions, évidemment, et déjà faire attention à l'échelle à laquelle réagissent les organismes. On a l'échelle du paysage, l'échelle de l'exploitation, l'échelle de la parcelle. Je vais vous expliquer ça par deux, trois résultats. Par exemple, évidemment, à l'échelle du paysage, là, une étude sur les diversités de carabes en Bretagne en fonction de 3 types de paysages et de densité de haies et de types de pratiques agricoles différentes, avec voilà, une zone avec beaucoup de haies, puis une zone des zones un peu plus intensives. Et où qu'on fasse nos prélèvements de carabes, dans cette zone, on a en moyenne beaucoup plus de carabes dans la zone avec une forte densité de haies que dans les zones avec une densité de haies décroissante. Donc là, quoi qu'on fasse, même à l'échelle d'une exploitation d'une parcelle, c'est la densité de haies, donc typiquement les continuités écologiques, qui vont avoir un rôle beaucoup plus important que la parcelle, que l'activité agricole elle-même à l'échelle d'une parcelle. Ensuite, à l'échelle d'une exploitation, il y a toujours un mot maître, c'est la diversité des pratiques, qui revient toujours en agroécologie. Et on voit que là, par exemple, en fonction de la diversité des types d'habitats sur une ferme, on a une augmentation de la richesse en plantes, en vers de terre, en abeilles, en araignées. Et ça, c'est une méta-analyse qui a été faite à partir de plein d'études à travers le continent européen. À l'échelle de la parcelle maintenant, donc là, études franciliennes, puisque c'est des expériences faites à Versailles, sur des terres expérimentales, où l'on compare, où les chercheurs ont comparé en bleu des champs cultivés en conventionnel, en jaune des champs cultivés en agriculture biologique, et en vert des champs cultivés en agriculture de conservation, c'est-à-dire sans labour, avec couvert hivernal, mais usage des produits phyto, mais moins qu'en conventionnel. Et donc on a globalement, il faut que j'arrête de dire globalement, on a dans l'ensemble, par exemple, beaucoup plus d'invertébrés. Alors les carabes, par exemple, il faut regarder un petit peu partout. Des diplopodes, beaucoup plus en agriculture de conservation qu'en bio. Ça dépend en fait. On a pour beaucoup d'invertébrés terrestres plus d'individus parce qu'il n'y a pas de labour en conservation. Par contre, on a des groupes tels que les vers de terre qui sont beaucoup plus abondants dans le bio. On a les nématodes sont de plus en plus abondantes à mesure qu'on va vers la conservation plus que dans le bio. Ça, c'était des résultats assez étonnants. Et c'est pareil aussi pour la diversité de bactéries et de champignons. Donc ça, c'était à partir d'ADN environnemental du sol. On a quand même, dans l'ensemble, beaucoup plus d'individus lorsque le traitement n'est pas conventionnel. Ensuite, lorsqu'on veut comprendre également les effets des pratiques, il faut arriver à dissocier les effets d'autres pratiques, évidemment. Par exemple, on peut avoir un effet très positif de la quantité d'éléments semi-naturels, mais il faut arriver à l'isoler de l'effet de l'apport de fertilisants. Donc à chaque fois, lorsqu'on fait une étude, il faut regarder tout, évidemment. En particulier, un petit zoom sur une étude qui a été faite par des collègues de Nature Paris sur l'effet des pesticides en Île-de-France, avec les espèces herbivores qui vont répondre négativement à l'augmentation des doses d'herbicides. Ce qui paraît assez logique, mais c'est toujours bien de le prouver. Même chose pour les oiseaux insecticides. Donc on a globalement, en fonction du nombre de doses d'insecticides dans les parcelles, une proportion de ces prédateurs insectivores qui diminue. Mais, et c'est là que c'est important, il faut à chaque fois prendre en compte, encore une fois, les effets cumulés de différentes pratiques. Et lorsqu'on ajoute le rôle de l'impact, l'effet de cette pression phytosanitaire à celui de la simplification du paysage, on a une diminution des populations d'oiseaux qui est encore plus forte, qui a accru, qui double en fait, il y a un effet cumulatif. Et donc voilà, les pesticides à eux seuls sur les oiseaux dans cette étude avaient un effet relativement modéré, et la simplification du paysage un effet beaucoup plus fort. Et évidemment, lorsque les deux s'ajoutent, ça fait beaucoup plus.
Alors vers des solutions, on en a évidemment tout un panel connu. Par exemple, si déjà on appliquait le plan Ecophyto, qu'on réduisait de 50% les pesticides, voilà les vers de terre, la densité qu'on aurait par mètre carré. Hein, ça, c'est des études qui sont faites sur la densité de mètre carré en fonction de l'indice de fréquence d'usage de pesticides. En moyenne, on a 50% d'individus en plus pour tous les groupes en agriculture biologique par rapport au conventionnel. Une méta-étude qui a été faite à l'échelle européenne. Donc c'est quasiment tous les groupes qui sont favorisés par l'agriculture biologique, donc ça donne une petite idée des pistes, des solutions vers lesquelles aller. Une thèse qui est en train d'être soutenue en Ile-de-France sur les chauves-souris, qui a comparé sur le plateau de Saclay l'usage des chauves-souris, de différentes parcelles par les chauves-souris pour chasser la nuit. Donc des parcelles en bio, des parcelles en bio labouré, des parcelles en conservation non labourée, des parcelles en conservation non labourée et avec usage de pesticides, et des parcelles en conventionnel. Et donc les résultats nous montrent qu'on a un effet globalement négatif des herbicides, qu'on a plus de chauves-souris dans les milieux, dans les cultures bio, qu'on a plus de chauves-souris dans les cultures sans labour, mais avec usage de phyto, avec petit usage de phyto ici. Et dès qu'on a plus d'usage de phyto, là par contre ça diminue. Mais voilà, globalement, à la fois le non-labour et l'absence d'usage de produits phytosanitaires a un effet très favorable à la possibilité qu'ont les chauves-souris de venir chasser au-dessus de ces territoires, sachant qu'on vient de publier, là je vous l'ai mis à l'entrée, une liste rouge des chauves-souris avec beaucoup de résultats dedans, et qui nous apprend notamment les services écosystémiques rendus par les chauves-souris, avec des estimations de l'ordre de 100-150 € par hectare d'évitement de dégâts aux cultures en moyenne, par le fait qu'elles chassent énormément d'insectes. Une autre solution, les mesures agri-environnementales qui sont évidemment beaucoup mises en place, alors pas avec l'abondance qu'on souhaiterait, du fait de difficultés administratives et de paiement notamment en ce moment. Ça, c'est une étude qui a été menée par le Muséum et qui montre, alors ça, ce sont les tendances des populations d'oiseaux en France. Donc là, c'est les oiseaux qui augmentent à droite, les oiseaux qui diminuent à gauche. Et là, c'est la réponse des espèces à l'abondance de mesures agri-environnementales dans le paysage. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que ce sont les espèces qui diminuent le plus, qui bénéficient le plus des mesures agri-environnementales. Donc là, c'est quand même très encourageant, ça montre que ça fonctionne et que les MAE profitent principalement aux espèces qui déclinent. D'autres solutions, maintenir évidemment une diversité des paysages et des îlots d'habitat spécifiquement dédiés à la biodiversité, les mouillères, Christian en parlait, les bandes enherbées, des petits sites de reproduction pour les alouettes, parfois au milieu de cultures d'automne qui deviennent problématiques pour les alouettes, etc. Moi aussi, voilà. Favoriser les auxiliaires de culture et du coup la biodiversité derrière. Là, c'est une étude encore en Ile-de-France qui montre qu'on a, alors les spécidés, ce sont ces petits hyménoptères parasitoïdes qui jouent un rôle d'auxiliaire très intéressant, ce qui vont monter dans les pucerons notamment, et parasiter les pucerons. On en a près de 10 fois plus lorsqu'on a des cultures avec des haies que des cultures sans haies. Donc là, on voit très bien l'intérêt des haies pour l'agriculteur aussi, sachant que les haies ont un effet atténuateur du déclin de la biodiversité. C'est ce qu'on a montré avec cette étude sur les papillons en Ile-de-France. Je vous ai dit tout à l'heure, moins 18% de papillons globalement en milieu agricole. On est à moins 45% dans les grandes cultures qui ne sont pas entourées par une ceinture végétale, alors qu'on n'est qu'à moins 15% dans les grandes cultures qui ont des bordures végétales. Donc les haies atténuent le déclin très nettement de la biodiversité en Ile-de-France. Si on commençait déjà par ça, donc là c'est vraiment une piste intéressante, commençons par remettre des haies. Je vous ai dit qu'on n'était qu'à 5 mètres linéaires par hectare en Ile-de-France, donc on a vraiment de la marge. Ensuite, pas n'importe quelle haie, parce que parfois on voit des haies plantées, on ne s'intéresse qu'à des chiffres, la qualité importe. Si on a des toutes petites haies comme ça, on a une densité d'oiseaux qui est de l'ordre de 3 couples par kilomètre, et puis cette densité va augmenter à mesure que le type de haie est de plus en plus large, dense et diversifié. Donc des haies comme ça, on aura de l'ordre de 15-20 couples de bruants, d'accenteurs par kilomètre, et puis quand on a carrément des haies avec diverses strates et jusqu'à l'arborée, on peut monter jusqu'à plus de 30 couples d'oiseaux par kilomètre de haies. Avec par exemple des haies d'aubépine qui sont les essences préférées des oiseaux, avec une base dense impénétrable, de nombreux insectes toute l'année, des fruits en automne, des fleurs au printemps. Rien que si on passait de 5, si on doublait le nombre de haies, qu'on passait à 10 mètres linéaires en Ile-de-France, donc ce qui est très loin des 70 mètres linéaires, on aurait certes 2800, près de 3000 km de haies à planter, mais de quoi accueillir plus de 30 000 couples de zonicheurs par exemple. Donc c'est pas négligeable, sachant qu'on n'a que 15 000 couples de bruants jaunes en Ile-de-France qui nichent quasiment exclusivement dans les haies. Puis vers des solutions, évidemment, les solutions elles sont là, c'est aussi de se rencontrer aujourd'hui à travers des colloques comme ça. Les solutions, c'est l'agriculture biologique quand même beaucoup, et les transitions agricoles portées par des acteurs comme Terre de Liens,
mais aussi travailler ensemble, se parler entre écologues et agriculteurs, arriver à transformer les agriculteurs en naturalistes, au moins un petit peu, à travers aussi des solutions, comment dire, des initiatives comme Paysans de Nature, qui vient de la LPO Vendée. Et puis évidemment, nous, chacun des consommateurs, travailler sur notre consommation. Et le scénario After 2050 nous y invite fortement à décarner et à délacter notre alimentation globalement. Voilà, merci pour vos questions. Merci. Justement, maintenant, on va passer la parole à deux agriculteurs. Monsieur Luc Janotin, qui est céréalier à Sonchamp dans les Yvelines, qui est vice-président de la Chambre interdépartementale d'agriculture, est également président de la commission environnement et qui représente donc ici les chambres d'agriculture d'Île-de-France. Il va vous présenter donc un état des lieux de l'agriculture en Île-de-France. Merci. Bonjour à tous, Luc Janotin, je suis agriculteur à Sonchamp dans les Yvelines au sud de Rambouillet. C'est une ferme céréalière sur 200 hectares. C'est à la limite du grand massif forestier de Rambouillet et de la Beauce. Donc c'est dans une petite zone de 10 km intermédiaire où on retrouve déjà de l'open field de la Beauce, mais quand même encore des reliquats de la forêt de Rambouillet, donc des remises, des haies et tout. Donc un paysage assez sympathique à regarder pour l'agriculteur tous les jours. Je m'occupe d'environnement à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et dans ce cadre-là, je m'occupe de la qualité des eaux, de la qualité de l'air et également de la biodiversité. Je vous propose que dans un premier temps, même si ça a été abordé assez rapidement par les premiers intervenants, je vous propose quand même de regarder ce que c'est que l'agriculture francilienne. Elle n'est pas forcément très connue. Elle ne ressemble pas forcément aux agricultures des régions aux environs. Elle est méconnue parce qu'on pense même qu'elle existe très peu en assimilant l'Île-de-France plutôt à une immense ville et village, mais il y a quand même plein de champs autour et qui méritent qu'on s'y attarde, surtout en termes de biodiversité. Et donc, je vous propose dans un premier temps de vous décrire, sans interprétation, sans jugement, sans rien du tout, qu'est-ce que c'est que l'agriculture d'aujourd'hui en Île-de-France, pour savoir de quoi on part. Et dans une deuxième table ronde tout à l'heure, j'essaierai de vous expliquer que fait une structure comme la Chambre d'agriculture pour essayer d'améliorer à quelques niveaux la biodiversité en situation de culture. Alors la première chose qui vous est déjà dit et qu'il vous faut vraiment intégrer, la carte des productions, elle est toute jaune. Donc l'essentiel des productions, c'est des céréales, c'est des grandes cultures, comme on appelle ça, des céréales et des oléoprotéagineux. On pourrait même dire plutôt oléagineux, tellement les protéagineux ont disparu. Bon, n'empêche que historiquement, pour alimenter le bassin de Paris, il y avait toute une ceinture maraîchère, comme on vous l'a dit, qui demeure quand même très faible. Ces gens-là ont d'énormes difficultés financières. Ils demeurent en bordure de Seine dans les Yvelines et un petit peu tout autour de Paris. Mais c'est quelque chose qui tente à disparaître petit à petit. Fleurs et horticulture également, très développées par le passé, de très très grosses difficultés financières. Alors, pourquoi des difficultés financières ? La différence entre l'agriculture parisienne, une des premières différences entre l'agriculture parisienne et l'agriculture des autres régions, c'est le coût salarial. Vous savez tous qu'il est beaucoup plus élevé en région parisienne qu'ailleurs. Comme par hasard, les productions en difficulté, c'est les productions qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre.
hein. Vous avez deviné qu'en maraîchage, qu'en arbo, qu'en pépinière, il y a évidemment beaucoup de main-d'œuvre. Donc, évidemment, la répercussion du coût salarial est énorme sur la rentabilité de ces entreprises-là. Le deuxième point, c'est que le coût locatif pour loger ces salariés est énorme en région parisienne. On a un mal fou à trouver des logements pour loger les salariés des exploitations. Et du coup, c'est un deuxième frein, quoi. Donc ces deux choses-là, plus évidemment la pression urbaine ou évidemment les terres, les gens, si vous voulez, depuis de très nombreuses années, la ville grandissait sur la campagne. Et donc, on se gavait de terres agricoles à bas prix pour agrandir la ville. Et les premières exploitations qui ont été touchées, c'est évidemment les exploitations qui étaient au bord des villes, donc les exploitations spécialisées. Donc, on les a fait disparaître en leur mangeant leurs terres. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué, le problème de disponibilité des terres est vraiment un problème crucial en Île-de-France qu'il faut. Alors, le SDRIF, le dernier SDRIF a dit qu'on allait construire la ville sur la ville. Donc nous, ça nous va bien, mais il faut quand même qu'il le prouve. Il y a toujours quand même des pertes importantes d'hectares dans la région Île-de-France. Moi, je n'avais pas grand-chose à dire, d'autre dire. Bon, l'élevage, vous voyez que les taches vertes sont quand même assez limitées en général un peu en bordure de forêt, dans des terres de moins bonne qualité. Alors, juste sur l'élevage, il faut juste vous rappeler que l'élevage dominant de l'Île-de-France, il y a 50 ans, c'était la production ovine, qu'une race avait même été créée sur place qui s'appelle la race Île-de-France. Dans toutes les grandes fermes céréalières qui avaient besoin de fumier pour fumer les terres et d'occuper les terres de moins bonne qualité, c'était essentiellement la production ovine qui était développée. Cette production ovine, faute de rentabilité, a disparu dans les années 70 et elle n'existe quasiment plus en Île-de-France. Toutes les terres, même de qualité médiocre, sont retournées à la culture. Il reste quelques gros élevages de lait et quelques bovins viande. Ces gens-là ont trouvé, la seule solution qu'ils ont trouvée pour garder une rentabilité à leurs exploitations, c'est de faire du circuit court et du direct. D'accord ? Donc, essentiellement, en lait, où nous avons des exploitations qui ont développé ferme de Viltin, ferme de Bissy, ferme de Crignon. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des briques lait d'Île-de-France de ces trois exploitations-là. Donc vous voyez, ils ont été obligés vraiment de vendre en direct pour essayer de garder de la rentabilité à leurs exploitations. Et en viande bovine, vous avez tous sûrement à côté de chez vous un producteur qui, tous les 15 jours ou tous les mois, propose à sa ferme des caissettes de viande de son exploitation pour vendre en direct aux consommateurs. C'est quelque chose qui s'est énormément généralisé et que nous, on soutient. On s'est investi, Chambre d'agriculture, pour faire des ateliers de découpe pour mettre ça à la disposition des agriculteurs. Ça n'existait plus en Île-de-France. Et notre grande mission aujourd'hui, c'est d'essayer de resolutionner le problème de l'abattage. Les abattoirs sont à Perpète, 200 ou 300 km. Donc vous emmenez votre bête vivante à 200 ou 300 km et vous la ramenez 2 ou 3 jours après dans un frigo morte. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est aberrant. Donc il faut absolument qu'avec les administrations, on resolutionne par des tout petits abattoirs, peut-être qui se déplacent comme en Allemagne, des structures très légères, pour pouvoir répondre à cette demande de circuit court. Donc je vous propose de... peut-être juste des grandes lignes, mais que vous savez, en Île-de-France, il reste quand même 50% de terres agricoles, donc c'est pas si mal que ça. On est presque majoritaire en surface. Donc à peu près 570 000 hectares, 5 000 exploitations agricoles. Donc la moyenne est à peu près de 110 hectares. Elle ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que là-dedans, il y a
des maraîchers à 5 hectares et des grandes cultures à 200. N'empêche que ce n'est pas gigantesque, comme des fois on peut l'entendre. Et deuxièmement, ça reste le modèle que la profession agricole d'Île-de-France défend, c'est-à-dire l'exploitation familiale à échelle humaine. D'accord ? C'est-à-dire un chef d'exploitation sur son exploitation, qui est l'essentiel de la main-d'œuvre, et parfois, quand il y a diversification ou quand il y a des surfaces un peu plus grandes, des salariés agricoles. Mais ce n'est pas des conglomérats à l'américaine, ça reste quelque chose de très familial. Évidemment, je vous l'ai dit, grande spécialisation en grande culture. 82% de la SAU est en grande culture. Donc le blé, le colza et betterave sucrière. Le grain, c'est facile. Il y en a la moitié qui va dans les grands moulins autour de Paris. Paris, Pantin, Aubervilliers, tout ça. Et l'autre moitié va à Rouen pour l'export, pour la meunerie internationale, essentiellement Maghreb, Afrique. Donc, il reste quand même 450 entreprises arbo, maraîchères, pépiniéristes, horticoles. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et c'est des gens qui sont vraiment à la pointe de la technique, qui leur a permis de, pour l'instant, résister aux problèmes de rentabilité et de concurrence avec d'autres pays européens. Je vous l'ai dit, 14% des exploitations ont dit qu'ils avaient une diversification au dernier recensement de 2010. Donc les diversifications qu'on retrouve et que vous connaissez alors donc c'est du circuit court, donc vente à la ferme, vente, vous connaissez les paniers dans les gares de la SNCF ou un certain nombre de gares de la SNCF. Les agriculteurs ont préparé des paniers et les apportent aux consommateurs qui, en sortant du train, avant de rentrer chez eux, prennent ce panier directement de la ferme. Et développer également le tourisme à la ferme, évidemment. Il pourrait l'être beaucoup plus, mais c'est une diversification qui nous intéresse beaucoup à cause de l'attraction de Paris, évidemment. Accueil pédagogique, pareil. Je pense que les agriculteurs ont plein de choses à dire et à enseigner aux élèves, aux consommateurs ou aux voisins autour dans les villages. Et de plus en plus, on organise des réunions, on structure nos demandes pour proposer à toutes les demandes aux alentours un message agricole, la vie de l'agriculteur, comment il fait et comment il pratique. Donc ça, j'en ai parlé. Je vous propose qu'on continue. Juste, donc on m'a demandé, il y avait un peu un cadre, donc je suis le cadre, mais 2 mots. Tous les agriculteurs de France et de Navarre reçoivent des subsides de la politique agricole commune. Il existe 2 piliers. Un premier pilier qui est plutôt lié à la production et un pilier numéro 2 qui est plutôt lié à l'environnement, on va dire. Je simplifie à l'extrême. Et donc, nous... Île-de-France, ce qui nous intéresse, c'est qu'on touche essentiellement que du premier pilier. C'est une somme à l'hectare pour tout le monde, qui est en fait, si vous voulez, une conclusion qu'on demande à un céréalier ou à un producteur de grande culture en Île-de-France avec des charges plus élevées, avec une protection sociale plus élevée, avec tout un environnement réglementaire plus contraignant, de produire au cours mondial. Donc de produire au même prix qu'un Argentin, un Brésilien ou un Russe. Et depuis longtemps, le marché commun a décidé que ça méritait une compensation. Voilà. Et c'est depuis ce temps-là qu'on donne à l'hectare des compensations aux agriculteurs qui sont en baisse permanente. Elles sont aujourd'hui d'environ 300 € de l'hectare.
la chose également qui est intéressante, donc l'essentiel des revenus de la PAC des agriculteurs, c'est le premier pilier, donc des aides à la production. On ne touche pas, et c'est dommageable et c'est explicable, très peu au deuxième pilier. Le deuxième pilier, il sert essentiellement les productions d'élevage, les territoires de montagne, qui permet de également subventionner cet handicap-là. Bon, nous, on trouve qu'on a un handicap urbain, mais on n'a pas de subvention pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'était pareil pour faire passer un message. Les céréaliers ou les grandes cultures ne cumulent pas toutes les aides PAC comme on peut l'entendre. Vous voyez, c'est plutôt l'élevage bovin et qui, si on prend toutes les aides, qui en sont plutôt à 25%, 20% pour les grandes cultures, hautes cultures, voilà, polyculture, élevage. Bon, c'était juste, ça n'a pas un énorme intérêt, mais c'était, voilà, pour vous rappeler qu'on a cette chape de plomb au-dessus de la tête de la politique agricole commune. Ouais. Juste pour vous dire que on n'a pas à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, on n'a pas d'idéologie fixe. D'accord ? Notre vocation, c'est de répondre à toutes les demandes. On n'instaure pas un régime de production meilleur que les autres, on n'a pas la compétence. On essaye de répondre à toutes les demandes. Donc, on a suivi, évidemment, techniquement, le démarrage de l'agriculture biologique avec des conseillers en agriculture biologique qui ne cessent d'augmenter. On sait qu'on ne passera pas tout en agriculture biologique, n'empêche qu'il y a un suivi très important de ces agriculteurs-là qui font quelque chose de totalement nouveau et on y est très attaché. On a un groupe qui s'appelle GI2E, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sur agriculture de conservation, qui a eu une récompense au niveau du ministère de l'Agriculture. La Chambre d'agriculture a poussé à fond et a mis tous les moyens pour développer des groupes agriculture de conservation, comme le disait mon prédécesseur, c'est-à-dire essayer de toujours avoir une couverture. En fait, le travail du sol, au lieu d'être fait par une charrue ou par un outil mécanique, il est fait par la racine des plantes. Et donc, soit vous avez une culture, elle est semée et elle est récoltée, et entre la culture suivante, on va remettre des couverts, c'est-à-dire des plantes, des cultures qui ne servent à rien en termes de production, mais qui ne servent qu'à travailler le sol et apporter de la matière organique. D'accord ? On met une importance on met vraiment le paquet pour aider les agriculteurs qui voudraient se lancer là-dedans. Le semis direct, c'est-à-dire que là, c'est pas sans couvert, mais c'est sans labour, c'est-à-dire qu'on essaye de pas trop labourer les terres. Voilà. Pareil, on met des efforts importants pour que ces agriculteurs-là puissent progresser dans leur technique. Petit aparté, les 2 derniers conduites de culture ne sont pas possibles sans glyphosate. Je referme la parenthèse. Après, et nous, on essaye, parce que c'est la grande majorité des agriculteurs qui font de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire une agriculture avec des engrais de synthèse et des phytosanitaires. L'idée, elle est, j'allais dire, plus économique, mais également environnementale, c'est de mettre le produit quand il est indispensable et à la bonne dose. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire les phytosanitaires. La Chambre d'agriculture d'Île-de-France passe pour une chambre qui, depuis de très longues années, travaille sur les bas intrants, c'est-à-dire un peu d'intrants, vous voyez, à petite dose, voire répété, mais du coup, le volume global, il est faible. On n'est pas idéologique, on sait qu'on aura quand même tout le temps besoin un peu d'intrants. Hein. On prend toujours l'image, aucune population ne s'imagine sans médicaments, parce qu'il y a évidemment de temps en temps des coups durs.
eh ben, aucune culture s'imagine sans avoir un recours. Alors, ça peut être un recours biologique ou un recours de synthèse, mais il faudra quand même des recours pour casser des maladies, des cycles de nuisibles et tout ça. Moi, je n'avais pas envie d'aller tellement plus loin. J'espère que vous avez un aperçu de l'agriculture d'Île-de-France, qui est évidemment très céréalière, très grande culture, très chimique, hein, je vous l'accorde, mais qui se soigne, qui vraiment essaye de regarder comment ça pourrait aller mieux. En plus, je vous assure que quand vous vous baladez dans les champs, il y a plein de gens qui se baladent et qui vous rappellent ce qu'il faut faire et pas faire. Donc là-dessus, on est bien encadré. Franchement, dans l'autre tour de table, je vous expliquerai par des cas précis ce qu'on essaye de faire, avec quand même quelques motifs de satisfaction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Janotin. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Emmanuel Vandamme, qui est céréalier bio, lui, à Villiers-le-Bacle dans l'Essonne, et qui est vice-président du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, qui va nous présenter donc un état des lieux de l'agriculture bio en Île-de-France. Bonjour à tous. Donc Emmanuel Vandamme, je suis agriculteur à 30 km d'ici, sur le plateau de Saclay, où les différents États successifs essayent de faire du béton durable. Ça ne marche pas très bien. Je voudrais remercier M. Janotin parce que venir ici et expliquer le métier de l'agriculture conventionnelle dans l'auditoire qui est là, c'est très courageux. Non, mais c'est, franchement, faut, voilà. Je suis plus à l'aise de parler du bio que de parler du conventionnel dans un auditoire comme ici, sachant que pour moi, on ne va pas opposer les systèmes. Je pense que les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, ont tous besoin d'avoir quelque chose dans leur assiette. Après, ils choisissent en fonction de leurs envies, en fonction de leur goût et en fonction de leur budget, ce qu'ils désirent avoir dans leur assiette. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie d'opposer les systèmes. Tous les systèmes existent. On voit bien la tendance sociale qui va vers plus d'agriculture sans pesticides, mais il restera peut-être de l'agriculture avec des pesticides dans 50 ans. On n'en sait rien. Voilà, donc c'était juste une petite mise en bouche. Alors, vous avez eu plein de chiffres. Je suis désolé, mais on nous demande de donner des chiffres. Je vais essayer de faire vite, d'aller à l'essentiel et de ne pas vous polluer avec 1 milliard de choses. Donc, voilà, on y va, c'est parti. Donc, l'agriculture bio en Île-de-France a énormément progressé. Tout à l'heure, vous avez dit des petits progrès. Je trouve que ça augmente. On a fait plus 20% entre 2016 et 2017. Donc, ça montre bien qu'il y a l'évolution du monde agricole parce que derrière, il y a l'évolution des consommateurs. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on est à plus 20% si... voilà. Bon, alors on va détailler. Je vais tout afficher, ça va être plus simple. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce slide, c'est on avait 9500 hectares en bio et on en a 4700 en conversion. Alors peut-être que ça mérite une petite explication. Quand un agriculteur décide d'aller vers l'agriculture biologique, il y a 3 ans de latence, en fait. Il déclare souvent au 15 mai, c'est là où on déclare ce qu'on fait à la PAC, à la politique agricole commune. On doit tout déclarer à l'hectare près de ce qu'on fait sur nos fermes. Et c'est au 15 mai qu'on doit le faire. Donc, généralement, la conversion a lieu au 15 mai. Et l'agriculteur pourra bénéficier du label AB 3 dates anniversaires plus tard. Donc, si on a converti au 15 mai 2017, donc bien évidemment, à partir du 15 mai 2017, on n'utilise plus aucun pesticide, aucun engrais de synthèse, etc. Et tout ce qui sera semé dans les champs après le 15 mai 2019 pourra bénéficier du logo AB. Voilà ce que c'est que la phase de conversion. C'est la phase la plus difficile pour un agriculteur qui vient du conventionnel
Parce que c'est la phase où, globalement, il perd un revenu conséquent, parce que les rendements sont tout de suite divisés par 2. Et par contre, il ne vend pas avec le prix du bio, parce qu'on est dans cette fameuse phase de conversion. Donc ça c'est des prix intermédiaires, mais qui ne compensent pas la perte économique. Voilà, donc si vous regardez bien, voilà. De 1997 à 2007, ça a augmenté, mais très, très, très gentiment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de motivation particulière à une augmentation. Et de 2007 à maintenant, on voit que la courbe s'est accélérée. Qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis 2007 ? Depuis 2007, c'est le constat qu'a fait M. Jeannotin, l'agriculture céréalière va pas très bien, l'agriculture céréalière conventionnelle va pas très bien, les revenus sont difficiles à sortir, et donc chaque agriculteur se pose des questions sur vers quoi aller, quelles sont les possibilités pour que ma ferme puisse continuer à me faire vivre. Et certains ont choisi le bio, et c'est un petit peu lié quand même à des États, enfin un État, qui soit de gauche ou de droite, on va essayer de simplifier le sujet, qui ont mis de l'argent sur la phase de conversion. Parce que je vous dis, quand on passe du conventionnel au bio, on a une perte sèche de revenus. Et du coup, cette perte sèche de revenus est compensée. Moi, j'ai commencé la conversion en 2009. En 2009, l'État, j'ai contractualisé avec l'Europe, on va dire, un contrat où l'Europe me donne pendant 5 ans 150 € par hectare et par an, parce que j'ai décidé d'aller vers le bio. Et là, on vient de finir la conversion en 2017, et maintenant, ça a changé. C'est 300 € par hectare et par an pendant 5 ans. Voilà. Donc, c'est juste pour expliquer aussi la courbe. Il y a plusieurs choses. La perte économique du mode conventionnel, l'État qui met un peu plus d'argent, l'Europe qui met un peu plus d'argent pour les conversions, sous la pression des citoyens. De toutes les façons, l'un ne va pas sans l'autre. Vous n'aurez pas l'agriculture que vous souhaitez si vous, de votre côté, vous ne faites pas pression et les efforts pour que l'agriculteur, derrière, change son métier. Et ensuite, comme quand vous êtes en bio, les voisins, au départ, qui ne sont pas en bio, regardent soit avec méfiance, soit en rigolant. Mais finalement, quand ça dure, ils viennent voir. Et certains sont inspirés, certains se disent « bah oui, finalement ça marche », et se lancent. Et c'est cet effet-là qu'on retrouve dans cette courbe-là. Sur le plateau de Saclay, je suis tout seul à être en agriculture céréalière bio. Alors les voisins, on se connaît tous, ils sont bien marrés, m'ont dit « tu vas te planter ». Et puis, alors c'est vrai qu'on prend des bons bouillons, colossaux même, mais on voit que finalement, on arrive à sortir un revenu qui est supérieur à l'agriculture conventionnelle, au moins sur les céréales. Après, sur d'autres cultures, c'est un petit peu plus difficile. Alors, si je continue. Voilà, donc ça c'est juste un focus pour montrer un petit peu comment sont réparties les fermes bio en Île-de-France. La Seine-et-Marne cumule 5500 hectares. Derrière, on a les Yvelines, puis l'Essonne, puis le Val d'Oise. Et en petite couronne, on a 108 hectares en bio. Souvent des maraîchers. À la différence de ce qui a été dit tout à l'heure, les systèmes en maraîchage bio fonctionnent très bien financièrement parlant. C'est des toutes petites structures, 1, 2 hectares. Les maraîchers sont systématiquement installés avec un groupe de consommateurs en AMAP, et ce qui permet, en fait, on est vraiment dans le circuit court, et c'est ça qui permet la durabilité de ces installations et la viabilité économique de ce système-là. Voilà, donc pour parler des grandes cultures, 7500 hectares de céréales qui pourraient donner 10 000 tonnes de pain, enfin qui donnent d'ailleurs 10 000 tonnes de pain, parce que le blé bio est systématiquement utilisé en meunerie et sur l'Île-de-France. Il n'y en a d'ailleurs pas assez pour répondre à la consommation de l'Île-de-France, d'accord ? Des années comme 2016, où au lieu de faire les 4 ou 5 tonnes estimées en blé bio, on fait 2 tonnes.
clairement, il y a une pénurie de blé, et ce qui fait que le cours du blé bio est toujours très très élevé. Aujourd'hui, le blé bio vaut plus de 500 € la tonne contre 120, 130, je suis un peu déconnecté du conventionnel, mais 140 € tonne en blé conventionnel. Voilà, donc bon, c'est juste pour voir. 10 céréaliers sont équipés d'un moulin, j'en fais partie. En fait, la conversion, comme on l'a menée chez nous, vous le verrez plus tard, mais c'était aussi de se dire, bon, ok, on fait une matière première qui a une valeur, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme autre valeur? Et l'idée, c'était de faire de la farine dans un premier temps. C'était nos amapiens, enfin les gens qu'on sert en AMAP, qui nous demandaient de la farine. Et dans un deuxième temps, on dit, vous faites la farine, pourquoi pas faire le pain? Alors on les a suivis, mais là, c'est un autre métier, on en parlera plus tard, mais c'est un autre métier, c'est des exigences professionnelles de tous les jours. Par contre, c'est ça qui tient la structure ferme. La ferme, chez nous, fait 200 hectares. C'est ça qui tient économiquement la ferme quand ça se passe mal dans les champs. Je vous ai dit qu'en bio, on pouvait prendre de temps en temps ce qu'on appelle vulgairement des gamelles. 2016, on était une belle. Du coup, on tient parce que derrière, on a installé un système en filière courte, un système on fait un produit fini qui est vendu en circuit court et qui est générateur d'un revenu qui nous permet non seulement d'avoir fait passer la ferme de 1,5 salarié à 7, on paye aujourd'hui 7 salariés, et puis qui nous permet surtout de voir l'avenir et de pouvoir se dire, pouvoir dire à mon fils aîné, à qui j'ai toujours dit ne reprends pas la ferme, surtout pas sur le plateau de Saclay, puisque globalement il préfère y faire du béton. Aujourd'hui, de lui dire écoute, c'est possible, tu pourras peut-être avoir une vraie vie sans pleurer des subventions et en vivant de ton travail. Alors, c'est ce que, pour revenir, les légumes, les maraîchers, ça détaille un petit peu comment c'est fait. On va passer assez vite. L'important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 338 hectares de maraîchage et que ce sont des gens qui vivent bien. Voilà, donc la filière, comment elle se fait en maraîchage, c'est 64% en AMAP, 20% à la ferme, quelques marchés, quelques produits par correspondance, mais c'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, le changement d'échelle sur l'agriculture en Île-de-France, M. Janotin le disait tout à l'heure, on a la chance, oui, l'attractivité de Paris et la densité de population fait que c'est un bassin de consommation. Et bien, à nous de saisir cette chance et d'essayer, chacun sur nos fermes, de faire quelque chose qui puisse être vendu en circuit court pour remonter un petit peu le niveau productif de nos fermes. Pardon ? Non. Bon, ça, c'est les légumes de plein champ. C'est toujours le même système. Alors, les légumes de plein champ, en bio, on a créé la COP Bio Île-de-France qui centralise un petit peu les productions et qui les redirige toujours en circuit court, soit vers des magasins, soit vers des collectivités. Au GAB, au groupement d'agriculteurs bio, on a des salariés qui s'occupent de mettre en place la vente de produits bio en circuit court directement dans des collectivités telles les collèges, les lycées, les sociétés comme Orange aujourd'hui qui, sur 13 sites, fait rentrer des produits bio dans sa restauration collective. Les fruits secs, voilà. Et puis, les fruits tout court. Bon, je passe assez rapidement. Alors, le modèle économique, voilà, alors, les chiffres qui sont là, ce sont les miens, d'accord? Donc, j'en assume complètement la responsabilité. Je vous demande juste de bien faire attention. Je vous ai mis des marges brutes d'un blé conventionnel de l'année 2017 avec un blé bio de l'année 2017 aussi. Donc, on est sur des rendements chez moi. En 2017, je fais à peu près 8 tonnes hectares en blé conventionnel. Heureusement, j'ai réussi à les vendre à 160 €, c'est-à-dire il y a eu 2-3 jours, début juillet, où
où le cours était monté, donc j'ai réussi à le vendre à ce moment-là, avant la récolte. Ce que vous voyez en bas, les charges, les 436 €, ce sont les fongicides, les insecticides et les engrais de synthèse. C'est le coût que ça représente à l'hectare. En face, vous avez le blé bio. Donc cette année, à contrario de 2016 où on faisait 2 tonnes hectares, en 2017, on fait 6 tonnes hectares. En blé bio, on a fait exactement la même chose qu'en 2016, je vous rassure. On n'a pas changé d'un iota notre façon de faire. C'est juste que la météo était avec nous et du coup, on a pu valoriser au mieux nos parcelles. Et du coup, 6 tonnes vendues, enfin, c'est pas vendu, mais estimées à 500 € tonne, ou un petit peu moins parce que, en fonction de à qui on va le vendre. L'important, c'est quoi? C'est de voir que sur les céréales, et je parle bien des céréales d'hiver, sur les céréales d'hiver, on voit que c'est un modèle qui est pérenne, c'est un modèle qui vit très bien. Même en changeant les données de prix, enfin, surtout les données de rendement, l'année dernière, par exemple, on faisait 2 tonnes hectares en 2016, 2 tonnes hectares qui valaient à peu près 550 €, et on restait quand même avec une marge positive. Ce qui n'est pas le cas en conventionnel. Moi, l'année dernière, sur la structure conventionnelle, je perds l'équivalent de 20 000 €. C'est la perte nette sur l'année. Donc, c'était juste pour avoir un focus. Maintenant, il n'y a pas que les céréales d'hiver, il y a aussi les cultures de printemps. Et là, par contre, en bio, ça devient très vite très compliqué. Si on a un printemps humide, avec des températures qui ne bougent pas, qui sont entre 10 et 15 degrés du mois de mars jusqu'au mois de juin, typiquement 2012, c'est extrêmement difficile parce qu'on va implanter des graines qui ne trouvent pas les températures suffisantes, le sol n'est pas à la bonne température, et c'est ça qui était très intéressant tout à l'heure dans le prédécesseur qui parlait des sols. Quand on est en bio, on se réintéresse soudainement, très vite même, on est rappelé à la réalité qu'on travaille avec le sol, on travaille avec le ciel et avec notre propre travail. Ce que j'avais un petit peu oublié en agriculture conventionnelle, parce que finalement l'agriculture conventionnelle dope un peu les sols, mais elle les dope. Mais on connaît aujourd'hui les difficultés que ça engendre. Et donc, un printemps humide fait qu'on va semer des plantes type des févroles, c'est un protéagineux, ou du maïs. Et ces plantes-là ont besoin de température. Et quand il n'y a pas de température, elles ne poussent pas très bien. Par contre, les herbes concurrentes, dites les mauvaises herbes, elles poussent toujours super bien. Et comme il pleut tout le temps, ou souvent, on ne peut pas aller désherber mécaniquement, et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des concurrences entre ce qu'on a semé et ce qui pousse naturellement, et là, ça devient très compliqué. Donc, bon, on en parlera plus tard, mais c'était juste, voilà, pour vous dire qu'il faut vraiment avoir bien conscience que l'agriculture bio dépend énormément du climat, et aujourd'hui, enfin, c'est pas nouveau, vous le savez, on vous parle de réchauffement climatique, moi je vais vous parler de changement climatique tout court. Aujourd'hui, ça devient très compliqué, y compris pour l'agriculture conventionnelle, ça devient très compliqué de faire des interventions dans nos champs parce qu'on a des successions de périodes, soit sans pluie, soit trop sèches, soit trop froides, soit pas de froid du tout, des hivers, justement, 2016, il n'a pas gelé. Là, on a eu un semblant de froid il y a 15 jours, puis on en a de nouveau un. Mais voilà, on rentre dans des successions qui sont, pour notre climat à nous, j'ai envie de dire, aberrantes. Voilà. Donc, je vais en rester là pour le moment. Je pense que vous avez envie de poser d'autres questions. Merci beaucoup, voilà. Merci.